Bonjour à toutes et à tous. Né dans une famille d'immigrés d'Europe de l'Est, Philip Milton Roth grandit à Newark, petite ville de la côte est des États-Unis, où il passe une enfance heureuse. Après des études supérieures, il devient professeur de lettres dans plusieurs universités. En 1959, il publie un recueil de nouvelles, Goodbye Columbus, avant de connaître un immense succès 10 ans plus tard avec son premier roman, Portnoy et son complexe, dans lequel il dévoile ses qualités de satiriste et de provocateur. Décrit comme le maître incontesté de l'autofiction jusqu'à la parution de Pastorale américaine, date à laquelle son œuvre amorce un tournant, Roth brossera de sa plume précise et acerbe, trempée dans l'actualité, le portrait des classes moyennes américaines ainsi que les mœurs de la communauté juive dont il est issu. Sa vie personnelle et ses 2 mariages seront également une source d'inspiration dans le traitement d'autres thèmes récurrents, la sexualité, le désir, les femmes, l'infidélité. Auteur multirécompensé d'une trentaine de romans, Pastorale américaine a reçu le prix Pulitzer de la fiction en 1998. Némésis restera son dernier roman publié. Roth décède 6 ans plus tard, le 22 mai 2018. Le macartisme a beau déferler sur l'Amérique au tournant des années 50, Ira Ringgold se croit à l'abri de la chasse aux sorcières. Non seulement parce que son appartenance au Parti communiste est ignorée même de ses amis, mais surtout parce que l'enfant des quartiers pauvres de Newark, l'ancien terrassier au lourd passé, s'est réinventé en Iron Rin, vedette de la radio, idéale réincarnation de Lincoln, et heureux époux d'Eve Frame, ex-star du muet. Mais c'est compter sans la pression du pouvoir, sans les aléas du désir et de la jalousie, sans la part d'ombre que cachent les êtres les plus chers. Car si Ira a changé d'identité, Eve elle-même a quelque chose à cacher. Et lorsqu'une politique dévoyée contamine jusqu'à la sphère intime, les masques tombent et la trahison affecte, au-delà d'un couple, une société tout entière. Ne reste alors au témoin impuissant, le frère d'Ira et son disciple fervent, le jeune Nathan Zuckerman, qu'a gardé en mémoire ses trajectoires brisées, avant enfin, au soir de leur vie, de faire toute la lumière sur une page infâme de l'Amérique. Un roman qui rend justice à ces individus détruits par la tourmente des événements et qui décrit avec une rare puissance comment l'histoire ébranle la trame même de nos existences. Le livre s'ouvre sur une lettre que le romancier adresse à son personnage et alter ego Zuckerman, dans laquelle il s'interroge sur les raisons de cet exercice autobiographique. Pour la plupart des romanciers, souligne-t-il, l'imagination est stimulée par les faits, et il s'étonne lui-même de vouloir écrire un livre radicalement à rebours, à partir de l'imaginer, qu'il se propose de dessécher en quelque sorte, à dessein de restituer son expérience de la factualité originelle, avant passage dans la fiction. Vaste programme auquel le romancier s'attaque à sa manière, c'est-à-dire en baladant joyeusement son lecteur. Ce récit autobiographique du romancier disparu en 2018 est coincé entre 2 lettres, celle adressée à son personnage Zuckerman et la réponse qu'il lui fait en épilogue. On découvre dans ce livre un enfant poussé dans un foyer parfait, un étudiant qui s'essaie à la littérature avec des histoires hors sol, qu'il qualifie lui-même de bluettes. Puis, on assiste à la naissance d'une carrière littéraire avec le succès de Portnoy et son complexe, qui a germé sous la forme d'un numéro à l'intention de ses amis. Les faits est aussi l'histoire d'un homme démoli par la folie de son épouse, puis réjoui par sa mort. Le récit est, comme toujours chez Roth, entremêlé d'une réflexion sur la judéité et sur le sentiment d'appartenance à la Grande Amérique. Cette incursion dans le réel comporte des limites que le personnage de Zuckerman ne manque pas de rappeler à son créateur. Dans la fiction, tu peux être tellement plus près du vrai, sans devoir te soucier en permanence des blessures que tu pourrais infliger à tel ou tel. Ici,
Tu voudrais faire passer pour de la franchise une espèce de danse des 7 voiles. Ce qui est sur la page se lit comme le cryptage de ce qui en est absent. Cette inhibition fait l'effet d'une réticence à dire certaines choses et, autre déception, elle se traduit par un ralentissement du tempo, un évitement de l'explosion, un renoncement au besoin qui me paraît te caractériser d'ordinaire, celui de dynamiter l'instant. Zuckerman n'y va pas par 4 chemins. J'ai lu le manuscrit 2 fois. Tu m'as demandé d'être franc, je vais l'être. Ne le publie pas. Tu t'en sors beaucoup mieux quand tu écris sur moi que quand tu entreprends de raconter ta vie avec exactitude. Où est le vrai? Où est la fiction? Comment faire le récit d'une vie? Philip Roth se garde bien de nous installer dans une photographie figée par les mots, qu'il utilise au contraire habilement pour nous raconter une histoire tissée de fils réels et imaginaires indébrouillables, qui finissent par composer un portrait d'homme et d'écrivain d'une sincérité bouleversante. Il met en scène Nathan Zuckerman, son double littéraire, pour évoquer, à partir d'un destin individuel, une tranche de l'histoire des États-Unis. Cette fois, c'est un Zuckerman vieillissant qui retrouve Murray Ringgold, son professeur d'anglais au lycée. Tous deux se remémorent le passé et l'histoire d'un homme qui les a profondément marqués. Ira Ringgold, frère de Murray, et qui, le premier, éveilla la conscience politique du jeune Nathan, adolescent en pleine ébullition, dont le cerveau intelligent mais encore tendre ne demande qu'à s'enflammer pour une belle cause. La cause en question, c'est celle du communisme. En ces années 50, à l'heure du macartisme et de la chasse aux sorcières, embrasser cette cause n'est pas la meilleure idée du monde. Alors pour Ira, qui non seulement embrasse, mais étreint son idéal de toutes ses forces et se jette corps et âme dans le fleuve du marxisme, ce qui avait commencé avec le rêve d'un monde meilleur s'achèvera dans un infâme cauchemar américain. La vie d'Ira Ringgold, c'est la splendeur puis la déchéance d'un homme entré en communisme en même temps qu'à l'usine, d'un utopiste quasiment analphabète endoctriné à coups de credo plus rouge que rouge. Son talent de prédicateur acharné, vociférant ses diatribes lors de meetings politiques, le fait repérer par un producteur qui fait rapidement de lui une vedette de feuilleton radiophonique. Ira Ringgold devient Iron Rin et, sans pour autant renier ses convictions, passe de son quartier prolétaire à la jet-set de New York, où il rencontre et épouse Eve Frame, starlette de la télévision. Déjà mariée 3 fois, affublée d'une fille castratrice, Eve, aussi belle, cultivée et parfaite femme du monde à l'extérieur que vide, mesquine et ignare à l'intérieur, a donc, sans le savoir, épousé un communiste. Car Ira a toujours juré qu'il n'avait pas de carte du parti. Ce mariage sonne le début de la fin. Eve, femme frustrée sous l'emprise de sa fille, allant de désillusion en déception. La paranoïa et le climat de délation ambiant, ajoutés à la volonté de vengeance d'une femme trahie, précipiteront le destin d'Ira. Portrait dense et complexe d'un homme de conviction et de contradiction, au mieux idéaliste, au pire bouffon et traître à la cause, ce roman à la fois politique et social donne à voir une image sinistre d'une Amérique paranoïaque et schizophrène qui, sous couvert de patriotisme, a écrasé des milliers de gens qui osaient penser autrement. Au temps du macartisme, la chasse aux communistes ressemblait à la bêtise actuelle. Voici une Amérique de gauche personnifiée ici par 2 intellectuels. L'un, professeur de lettres, Murray, et l'autre, un écrivain, Nathan. Le personnage principal, Ira Ringgold, est un juif communiste, acteur de radio, chassé de son poste par la chasse aux sorcières, entraînant dans sa chute tout son entourage, tandis que sa femme, une actrice de cinéma arriviste, publie un roman à succès, J'ai épousé un communiste, pour essayer de sauver la mise, ce qui ne lui évitera pas la déchéance. Le roman se déroule presque exclusivement dans la communauté juive. Très rares sont les personnages qui ne sont pas juifs, le communiste pur et dur O'Days, mentor d'Ira, les figurants du quartier italien de Newark,
quelques ouvriers slaves des mines de zinc et les grands aristocrates journalistes macartistes responsables de la chute. Des Juifs sans folklore aucun. Quelques rares mots de yiddish apparaissent, 3 ou 4 dans le gros pavé, une allusion à la vaisselle de Pessa chez les parents de Nathan, qui y cache un disque de chant de l'Armée rouge. Des Juifs complètement laïcisés, sans référence ethnique, et pourtant extrêmement conscients d'être juifs. Des Juifs en colère. C'est la première fois que les Juifs peuvent se permettre d'être en colère, note quelque part l'auteur. Cette colère se traduit par un engagement à gauche, antiraciste, aussi bien contre l'antisémitisme que contre le racisme anti-noir. Je suis simplement étonnée de cette conscience très aiguë, déconnectée des références obligées de la Shoah et du sionisme. Jamais le sionisme n'est évoqué. Cet antisémitisme sans religion ni antisionisme extrêmement fort montre les limites d'assimilation du communautarisme américain. Autre communauté évoquée, les Italiens. Autre facette du livre, l'engagement communiste, syndical dans ces temps staliniens. La lutte des classes dans le cadre syndical étonne par sa radicalité. Je ne savais pas en ces temps les syndicats si politisés. Moins étonnante, la figure raide et sans nuance du militant Odaise, présenté au début du roman comme quelqu'un de réfléchi, autodidacte, exigeant sur le style et la langue anglaise, qui devient un personnage sans cœur quand on fait appel à ses sentiments dans La chute d'Ira. Ce qui fait la richesse de ce roman est que toutes sortes de lectures sont possibles. Quête d'un mentor de la part d'Ira, l'orphelin qui se laisse embrigader par Odaise en cherchant un père, mais qui cherche aussi un fils en Nathan. Quête aussi du mentor de Nathan, qui trouve Ira, s'en éloigne et tombe sous l'influence de son professeur de littérature, qui rejette toute forme de littérature engagée, puis qui est fasciné par Odaise. On peut aussi dire que ce livre est celui de la trahison. Trahison de la femme d'Ira, mais aussi trahison multiple qui jalonne le livre. Trahison d'Ira envers la classe ouvrière en se mariant avec une bourgeoise. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.